Bonsoir à tous. Mes chers amis, il y a une pseudo-approche historique qui circule parmi les Noirs il y a très longtemps. Cette approche voulant faire croire que les Noirs sont les vrais Hébreux. Par conséquent, ils sont les vrais peuples élus. En Haïti, beaucoup d'hommes érigeaient cette doctrine en une religion. Ils s'habillaient comme les soi-disant juifs. Ils prétendent qu'ils sont les juifs originaux. Mes amis, tout cela montre comment l'esclavage est puissant. Certainement, mes amis, les Occidentaux savent comment égarer un peuple. Certainement. Cette doctrine de la juiverie nègre envahit le monde. En Afrique, les disciples de William Branham essaient de créer des réveils qu'ils nomment, qu'ils baptisent Ouragan du Midi, Réveil du Midi. Ils prétendent que la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est la terre des Hébreux noirs. En basant sur des pseudo-interprétations des textes bibliques et des idéologies historiques. Donc, on peut chercher le motif qui est derrière tout ça. On cherche une fausse origine, une origine fictive pour s'approprier les titres du peuple élu. Or, il n'y a aucun peuple élu. Tout cela découle du fanatisme sémitique. Peuple nomade, sans culture, sans tradition. Mes chers frères et sœurs, il y a un Haïtien qui crée une chaîne YouTube, Leitmotiv, pour soutenir cette crise identitaire, cette juiverie nègre. Sans tenir compte qu'il n'a jamais eu de peuple hébreu dans le sens qu'on le comprend. Il n'a jamais eu de l'Exode. Il n'a jamais eu aucun Joseph qui était vendu comme esclave en Égypte, qui était devenu premier ministre. Il fut un temps. Il faut comprendre que tout cela n'est que manipulation pour s'approprier d'une tradition qu'on considère être une concurrence. Et dans cette vidéo, on va éclaircir ces points. On va voir, selon les documents ethnographiques les plus anciens, si les Sémites étaient noirs, ou si les Sémites étaient blancs, ou s'ils étaient jaunes. Donc, voici le plan de cette communication qu'on va avoir. Premièrement, on va parler de l'évasion des Sémites, c'est-à-dire les Hyksos en Égypte, où ils volent les traditions de l'Égypte nègre. Deuxièmement, on va parler de l'histoire de la famine de Seth en Égypte et l'absence du nom de Joseph. Et troisième point, on va traiter de la grève en Égypte et l'appropriation de cette histoire par les Sémites pour parler de l'épisode des 10 plaies frappant l'Égypte. Et dans le quatrième point, on va traiter de l'origine du mot Israël. Et cinquièmement, on va parler de l'existence de la momie du pharaon prétendant mort dans la mer Rouge. Donc, la fausseté de l'Exode. Et sixièmement, on va parler de la fabrication de la doctrine des tribus de Juda, qui enfante cette doctrine de la juiverie nègre. Et septièmement, on va parler du néant de la juiverie nègre. On va s'arrêter là. Mes amis, tous les nègres, il faut le dire avant d'entrer en matière, tous les nègres qui se croient juifs sont des fous. Ils sont juste encore aliénés, occidentalisés, acculturés. C'est ça pour ce qui est. Mes amis, il faut comprendre qu'ils inventent cette doctrine historico-religieuse parce qu'ils se sentent incapables d'abandonner la tradition biblique des Sémites pour conserver un soi-disant livre sacré dans lequel se trouvent des histoires qui ne peuvent être prouvées par aucune méthode historique. C'est clair, il faut le dire. Mes amis, il faut être clair. Les tenants de cette doctrine feront plus de mots que de biens. Parce que ces idéologues empêcheront
le peuple noir d'adhérer à la culture véhiculée par ses ancêtres depuis la route Égypte. Il est un fait évident. Presque toute l'école égyptologique africaine ne valide pas une telle approche, une telle thèse parlant de la juiverie nègre, des nègres juifs. Là où vous entendez, l'un des plus grands spécialistes parle de cette juiverie nègre. Et il parle contre de cette doctrine parlant des nègres juifs. Ensuite, Cheikh Anta Diop, dans sa déposition, prononce contre. Enfin, Jean-Charles Kovi Gomez, lui aussi prononce des harangues contre cette doctrine qui est une fausseté historique. Passons au premier point. Mes chers amis, il faut comprendre qu'en matière de l'histoire, la chronologie et les documents les plus anciens, c'est-à-dire les documents de première main, jouent un rôle majeur. Parlant de race ou de fractions de la famille humaine en plusieurs branches distinctes, doit pousser l'homme objectif, c'est-à-dire les scientifiques, à questionner sur les premiers documents qui en fait mention, c'est-à-dire qui parlent des races ou de la famille humaine. Bien, c'est dans ce sens que je pose cette question pour découvrir les réalités ethnographiques ou anthropologiques. Je me suis demandé quel est le plus ancien document ethnographique qui traite des différentes fractions de la famille humaine. Entendez bien la question. Quel est le plus ancien document ethnographique qui traite des différentes fractions de la famille humaine? Certes, jusqu'à ce jour, la science n'a fait aucune découverte qui rejette la réponse de cette question. La réponse qu'on va donner. Les plus anciens documents ethnographiques qui traitent des races ou des fractions de la famille humaine apparus en Égypte antique, sous la 19e dynastie. Ce document a été découvert par l'égyptologue allemand Lepsius dans le tombeau de Ramsès III. Depuis ce jour, l'égyptologie baptise ce fresque tableau des races. Souvent on dit tableau des races connues des Égyptiens. Regardez bien à l'écran, regardez bien, voici le tableau à l'écran. Toutefois, ce tableau prélevé par Lepsius a été déjà connu. Champollion le Jeune, Jean-François Champollion le Jeune, le père de l'égyptologie occidentale l'a vu et il l'a expliqué. Mais avant Champollion le Jeune, Jean-François Champollion, il y avait un homme qui se nommait Renzi. Il l'a également vu, il l'a expliqué dans son livre titré Océanie, tome 1er. Voici ses allocutions. Je vais lire. Il est vrai que dans les temps de la plus haute antiquité, la race rouge, sombre, hindoue et égyptienne a dominé par la civilisation. Les races jaunes et noires et même la race blanche, c'est-à-dire notre race habitant à cette époque l'Asie occidentale, race alors plus ou moins sauvage et quelquefois tatouée, ainsi que je le vis représenté sous le tombeau de Oussirei Ier dans la vallée de Biban el-Molik, à Thèbes, la ville des dieux. Fin de la citation. Après avoir écouté la déposition de Renzi, il est important de voir celle de Champollion le Jeune, père de l'égyptologie occidentale. Voici ce qu'a dit Champollion le Jeune. Écoutez, je vais faire une longue lecture.
Les hommes guidés par le pasteur des peuples, Horus, appartiennent à 4 familles bien distinctes. Le premier, numéro 1 de notre planche, le plus voisin du dieu, est de la couleur rouge sombre, taille bien proportionnée, physionomie douce, nez légèrement aquilin, longue chevelure nattée, vêtue de blanc. Les légendes désignent cette espèce sous le nom de Wo-en-Wom, la race des hommes par excellence, c'est-à-dire les Égyptiens. Il ne peut y avoir aucune incertitude sur la race de celui qui vient après. Numéro 2 de notre planche. Il appartient à la race des nègres, qui sont désignés sous le nom général des Nahasi. Le suivant présente un aspect bien différent. Numéro 3 de la planche. Peau couleur de chair tirant sur le jaune ou teint basané, nez fortement aquilin, barbe noire, abondante et terminée en pointe, couvertement de couleurs variées. Ceux-ci portent le nom de Namu. Enfin, le dernier, numéro 6 de la planche, à la teinte de peau que nous nommons couleur de chair ou peau blanche de la nuance la plus délicate, les nez droits ou légèrement voussés, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, taille haute et traits élancés vêtus de peau de bœuf, conservant encore son poil, véritable sauvage tatoué sur diverses parties du corps. On les nomme Tamu. J'aimerais hâte de chercher le tableau correspondant à celui dans les autres tombes royales. Et en le retrouvant, en effet, dans plusieurs, les variations que j'ai observées me convainquent pleinement qu'on a voulu figurer ici les habitants des 4 parties du monde, selon l'ancien système égyptien. Savoir, premièrement, numéro 1, les habitants de l'Égypte qui, à elles seules, forment une partie du monde d'après le très modeste usage des vieux peuples. Numéro 2, les habitants propres de l'Afrique, les nègres. Numéro 3, les Asiatiques. Numéro 4, enfin, et j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série. Les Européens qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples des races blondes, à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, les points de départ. Cette manière de considérer ce tableau est d'autant plus véritable que dans les autres tombes. Les mêmes noms génériques réapparaissent et constamment dans le même ordre. On y trouve aussi les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière, ce qui ne pouvait être autrement. Mais les Namu, les Asiatiques et les Tamu, les races européennes, offrent d'importantes et curieuses variations. Au lieu de l'arabe ou du juif, numéro 3, si simplement vêtu, figuré dans le tombeau, l'Asie a pour représentant dans d'autres tombeaux, c'est des Ramsès, Meriamon, etc. Mes amis, les déclarations de Renzi et de Champollion sont directes et très claires sur ce point. Mes amis, écoutez Lepsis. Lepsis, père fondateur de l'égyptologie allemande, c'est lui qui a prélevé le tableau dit des races, fait cette déclaration, a dit, il dit, là où on s'attendait à voir un Égyptien, on nous représente un nègre authentique. Et je peux dire jusque-là, le nègre et les juifs ou les sémites ne se sont jamais confondus. De préférence, les nègres se confondent avec l'égyptien, non avec les juifs ou le blanc. Tout cela met en doute la doctrine de la juiverie nègre. En effet, Cheikh Anta Diop écrit du tableau des races. Voici ce qu'a dit Cheikh Anta Diop. Les Égyptiens ont bien voulu, pour des raisons picturales, faire alterner noir et blanc, un noir, un blanc, un noir, un blanc. Cette peinture détruit toutes les oppositions factices. Mes amis, attendez bien, ce tableau, cette peinture des anciens Égyptiens détruit toutes les oppositions factices. À travers cette peinture, ce tableau,
on peut voir que la doctrine de la juive vinaigre ne peut se tenir debout. Parce que dans ce tableau, on peut voir noir sur blanc, voyez le tableau. Le sémite, c'est-à-dire le juif ou l'arabe, est blanc, est métis. C'est tout simplement. En effet, avant d'aller plus loin, écoutez cette déclaration de Cheikh Anta Diop sur la question. Cette reproduction est importante. This is a very important reproduction. C'est dans le tombeau de Ramsès III, This is found in the tomb of Ramses III, 20e dynastie. the 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche. That person on the left, C'est le type général, donc, représenté par l'artiste égyptien lui-même. this is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous les Européens, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the second person or personage is the general type of all the Europeans Yes. represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is the general type representing all the other groups found in the interior of the continent, Africa. of the continent of Africa. Oui. Le quatrième, c'est le type général de tous les Sémites habitant l'Asie. The fourth personage is the general type of all of the Semites living in that area of Asia. Et ceci est un tableau ethnographique. Voilà les races qui existaient à l'époque, telles que les Égyptiens les ont connues, vues et représentées. This is De différentes races. the different races represented by the artist, and these are the races that existed in his time as he saw them. Nous sommes à 1200 avant Jésus-Christ. We are 1,200 years before Jesus Christ. Bien. Donc, vous voyez que les Égyptiens ne se sont jamais confondus avec les Européens. So the Oui. Egyptians were never confused with the Europeans, Ni avec les Sémites, nor with the Semites, et qu'ils ne se sont jamais différenciés sur le plan de la couleur, n'est-ce pas, sur le plan ethnique des Africains. and they never became different from on an ethnic plane from the other Africans. Regardez, ces reproductions sont assez significatives à ce point de vue. So this is fairly significant from this point of view. Or, cette image, c'est la première fois, depuis que Lepsius, c'est un relevé d'un savant allemand qui s'appelle Lepsius. This was discovered by a German scientist who is called. Vous venez d'écouter de vive voix la déclaration de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, père fondateur de l'égyptologie africaine, en un mot, père de l'égyptologie africaine. Il dit que les Égyptiens ne se sont jamais confondus ni avec les Sémites, c'est-à-dire avec les Juifs et les Arabes, ni avec les Européens. Et ils ne se sont jamais représentés de la même manière qu'eux, tout simplement parce qu'ils ne se ressemblent pas en matière d'ethnicité. Il est clair tel que le jour, c'est simple. Mais il faut noter très bien que Champollion lui-même, en décrivant le numéro 3, c'est-à-dire la planche de numéro 3, dont il était question tout à l'heure, plus haut, il précise qu'il s'agit des Arabes et des Juifs. Il dit ça clairement, à la fin de la citation dont nous venons de citer. Cela veut dire que les Juifs et les Arabes, c'est-à-dire les Sémites, n'ont jamais été des nègres, c'est clair. Donc, l'idée disant que les Noirs sont les vrais Juifs sont des niaiseries, sont des singeries historiques. C'est clair, c'est classique. Et il est important, en effet, de signaler une approche de Dibon Baribok, grand égyptologue. C'est lui qui a inventé une méthode linguistique, une méthode Kuma, très important.
en continuant avec les travaux linguistiques de Diop et de Théophile Obenga. Et je vois que c'est une belle méthode analytique linguistique. Dibon Barry, sur le tableau dont on vient de parler, fait des déclarations. Parce que vous pouvez voir dans le tableau, il y a des écritures, c'est-à-dire chaque personnage a une écriture hiéroglyphique. Cette écriture hiéroglyphique accompagne ce personnage, c'est-à-dire le nom du personnage. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder ces personnages-là et les noms selon la méthode de Dibon Barry, la méthode analytique. Et lui-même, il a fait un grand travail, il a fait un exposé sur cela, sur YouTube. Regardez bien la graphie du premier personnage. L'égyptologie vocalise ça, remet tout. Et on les traduit par égyptien. Selon la méthode analytique inventée par Dibon Barry, on a des homographes. Regardez bien là, regardez-les bien. Voici, regardez l'écran, l'homographe. Et ces mots, c'est bien. La graphie en haut, c'est Remetou, ce qui veut dire homme, genre humain, égyptien. La graphie en bas, Remu, ce qui signifie l'âme. Là, ce sont des homographes, des homophones. Des homophones, c'est-à-dire les homographes, forcément, ont les mêmes sons. Donc, lorsqu'on dit l'âme et lorsqu'on dit homme ou genre humain en égyptien ancien, c'est le même son. Pour comprendre la graphie en bas, il faut faire référence à la cosmogonie égyptienne. On verra que l'âme et homme sont le même mot. Car dans les textes de l'Égypte antique, les Demiurges, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, fait cette déclaration. Les hommes sont mes lames. C'est-à-dire nous les hommes, nous sommes les lames des yeux de la divinité. Donc, Remetou, c'est-à-dire l'âme, c'est l'homme générique, l'homme, l'être humain. L'homme tel qu'il est créé par Dieu, l'homme original. Contrairement avec les Sémites ou les Asiatiques qui sont des déformations. Parce que les Égyptiens ici ne les appellent pas homme. Ok. Donc, regarde l'image et la graphie du second personnage. Et l'égyptologie occidentale la vocalise Nam, qu'on traduit par européen asiatique. Voyez des autres graphies, ce sont des homographes, voyez ces deux autres graphies, voyez, Namu c'est le pluriel, Am c'est le singulier, donc asiatique et sans S. Et pour beaucoup de langues africaines, ce mot prend diverses connotations en Wolof. Ce mot se dit jam, ce qui signifie mettre au service de quelqu'un en tant qu'esclave. Et dans une langue africaine, maninka, ce mot est jamou, ce qui veut dire vagabond, traînard de rue. Et dans une autre langue, tigrinya, ce mot c'est ama, qui veut dire rouge. C'est-à-dire les Égyptiens n'appellent jamais les Européens blancs, mais c'est roux. Mais vagabond, traîneur de rue, c'est ça. C'est comme ça les Égyptiens appellent les Européens à l'époque. C'était des sauvages sans civilisation. Et maintenant, les Égyptiens avaient une autre graphie pour désigner ce groupe ethnique, c'est-à-dire les Sémites et les Européens, les Blancs. La voici. Elle se translitait Amen, ce qui signifie âne. Pour les Égyptiens, les Blancs, c'est-à-dire les Blancs et les Sémites, c'était des ânes sauvages, c'était des sauvages sans civilisation, des voleurs et des nomades, c'est ça? En effet, il est important de signaler que le mot féminin de Amu, c'est Ahmed. Là, regardez la graphie, femme asiatique, ça, cela veut dire femme asiatique, et ce mot prend le sens, et ce mot veut dire traîner, prostituée, c'est-à-dire c'est synonyme
du masculin qui c'est des voleurs, mais la femme c'est prostituée, traînée, c'est ça. Et c'est comme ça les Égyptiens ont compris ces peuples. Donc, il y a diverses manières pour écrire le nom de ces peuples. Namou, Amou, les scribes les présentent sous forme de prisonniers captifs. Regardez la graphie, regardez bien. Vous pouvez le voir vous-même. C'est comme ça. C'était des prisonniers, des captifs, parce que les Égyptiens les amenaient captifs, parce que c'était des voleurs, des hommes qui tourmentent la civilisation, la tranquillité publique de l'Égypte antique. Sans civilisation, nomade du désert, des bergers. Et qui voulaient nuire aux Occidentaux. Donc, il est important de lire cette citation. Il y a une citation dans le livre du célèbre haïtien, célèbre Anténor Firmin, et citée dans son célèbre ouvrage de l'égalité des races humaines. Et cette citation est importante. Voici ce qu'a dit la citation. Dès l'Antiquité, la plus reculée, on voit les Égyptiens désigner les nations des races blanches qui leur étaient connues par les expressions des races maudites, des chètes ou plaies des chètes. C'est-à-dire, c'est comme ça les Égyptiens appelaient les Européens, les Sémites ou mal. C'est comme ça, c'est clair. En effet, jetons un coup d'œil sur la graphie du troisième personnage. Regardez la graphie, hiéroglyphique, regardez bien à l'écran. C'est la prononce Naazi, la vocalisation. Et pour Champollion, la signification c'est le nègre. Mais le vrai sens du terme, selon l'Égyptien ancien, c'est Nubien. Cela veut dire Nubien. Et ce mot en Wolof, c'est Naas, ce qui veut dire vaurien. Ou Naas, qui veut dire jumeau. C'est ça en Wolof. Regardez ces autres homographes, regardez bien, c'est comme ça. On voit ça s'écrit différemment. Donc, le Nubien représente avec ses bras liés par derrière, tel qu'un captif, comme les Sémites et les Européens. Les Égyptiens se représentent de la même manière que les Nubiens. Les restes, c'est-à-dire les restes de Noirs vivant à l'intérieur du continent, parce qu'ils étaient de la même race. Mais les Noirs de l'intérieur du continent, à l'époque, négligeaient un peu la civilisation. C'est pourquoi les Égyptiens les appelaient les mauvais fils de couche. Les Égyptiens les appelaient, non, les appelaient race maudite à peau de chair, non. Mais ils les appelaient les mauvais fils de couche, c'est-à-dire les Noirs à l'intérieur du continent. Et on négligeait un peu la civilisation. Et c'est pourquoi il les traitait de vauriens, mauvais fils de couche. En effet, jetons un coup d'œil sur le quatrième personnage. Voyez le quatrième personnage. Voyez la graphie hiéroglyphique qui se vocalise Tamou, qui se traduit asiatique sémite, selon la connotation de l'égyptologie ancienne occidentale. Mais lorsqu'on constate la méthode de Dibombawi, on voit la signification de ces mots. Sachez que les Blancs et les Sémites sont tous connus sous le nom d'Asiatiques. Le nom des Sémites signifie étranger, captif, serviteur, de la même manière. Mais parfois, on veut faire passer ces noms on veut faire prendre à ces noms la signification d'esclaves. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'esclaves en Égypte. Pas d'esclaves en Égypte. Le mot pour dire serviteur en Égypte, c'est Bak. Regardez la graphie hiéroglyphique, c'est ça, c'est Bak. Et regardez la graphie, regardez la translittération à gauche. C'est Bak. Et c'est Bak, voici. La graphie, ce qui signifie constructeur, bâtisseur. Ce mot est employé pour désigner les fonctionnaires du Nessou. Le roi en égyptien ancien, c'est Nessou. C'est lui qui vient du sud, c'est-à-dire les rois qui ont régné sur l'Égypte, ce sont des hommes venant de la partie sud du pays. Et ce que la littérature biblique
appelle Pharaon. Donc le mot pour dire Pharaon, c'est P-A-A qui signifie la grande maison. Mais le roi ne porte jamais ce nom. Le nom du roi, c'est le Nessou, c'est lui qui vient du sud. Donc, il faut dire que le chef de l'administration du Pharaon était aussi appelé Bak. Les textes appellent ces hommes Bak, les Sémites Bak, les Blancs Bak, mais pas d'esclaves. Si le même mot applique aux fonctionnaires du Pharaon, mais ce mot a une connotation. Parce que dans les lois de l'Amaha, la première texte des lois et première législation dans l'histoire de l'humanité, dans des articles, on condamne l'esclavage. L'esclavage est interdit, sous toute forme. Donc, si ce mot est désigné le fonctionnaire et le chef de l'administration du roi, du Nessou, eh bien, ce même mot applique aux Européens, eh bien, cela ne veut pas dire esclave, c'est serviteur, constructeur. Et souvent, il y a certains sémites, certains Européens qui jouent des rôles importants dans l'administration de l'Égypte ancienne. Parce qu'il n'y a pas de racisme en Égypte ancienne. Mais il faut dire que, on l'a dit tout à l'heure, on reprend ça. Dans un schéma, Shekinah Diop représente le tableau des races. Et dans son commentaire, il dit les Égyptiens ont bien voulu, pour des raisons picturales, faire alterner noir et blanc. Un noir, un blanc, un noir, un blanc. Vous voyez, il dit que le sémite était un blanc. Ouais, le sémite était un blanc, au même titre que les Européens. Et c'est pourquoi on les appelle de la même manière. Donc, la peinture est devant tout le monde. Voici la peinture, la graphie. Regardez l'écran. On est peigné cela. Il est une évidence. La peinture qui représente les sémites ne représente pas un nègre. Tel que l'Égyptien et le Libyen. C'est clair, il est clair tel que le jour. Donc, l'idée qui dit que les vrais juifs sont les noirs sont des niaiseries, des singeries historiques. Ça ne se base pas sur les... Ça se base que sur l'interprétation, pas sur les documents. Donc, c'est de la narration, pas de l'histoire. Et après avoir éclairé le premier document ethnographique, on peut maintenant parler de la première rencontre des sémites, des blancs, c'est-à-dire les Hyksos connus sous le nom des Hyksos, indo-européens, les sémites connus sous le nom des Hyksos, avec les Égyptiens. Donc, certains essaient de différencier les Hyksos des Israélites, etc. Mais tout cela par des méthodes floues, par des méthodes non historiques, par des balivelles, par des doxas, par des opinions. Un théologien, et la vidéo est sur YouTube, un théologien fait cette déclaration. Et je vais lire pour vous. Deux courants de pensée sur la question d'Israël. Les minimalistes, souvent appelés aussi les négationnistes, nient la présence des Israélites en Égypte. Pour eux, on ne commence à parler d'Israël que pendant la période hellénique, car Israël n'a commencé à exister qu'au IIIe siècle avant notre époque, à l'époque d'Alexandre le Grand. C'est le courant des Kamites ou des égyptologues qui sont sur Internet, qui parlent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël comme étant des personnages mythiques. Les maximalistes affirment que tout ce qui est mentionné dans la Bible est véridique, que les Israélites ont été en Égypte, la stèle Méneptah de 1207 en est bien la preuve. L'auteur du livre, les premières vidéos, comme vous l'avez bien compris, est un maximaliste. Les amis, on peut constater que la chose a pris une autre tournure. Déjà, on a normalisé le mouvement noir de notre époque, on l'étudie. On invente des terminologies pour contrecarrer la vérité objective qui est en train de véhiculer actuellement. Et c'est pourquoi il faut prendre la chose au sérieux. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre Hyksos et Sémite. Il est clair tel que le jour. Ce sont les mêmes. On voit que le terme Hyksos signifie la même chose que les mots dont nous venons de citer tout à l'heure, tels que Namu, Tam. On va voir cela. Regardez la graphie,
Regardez la graphie, la translittération à gauche, c'est la graphie hiéroglyphique pour Ixos. Regardez la translittération. La vocalisation, c'est Eka, Kassout, ce qui donne en grec Ikoussos, d'où Ixos, qui signifie chef des pays étrangers. Nous venons de voir que les termes pour désigner les Asiatiques prenaient déjà une connotation étrangère sous la plume des scribes. Donc, ces mots en un mot sont synonymes. Tamu, Namu et Kakassout sont des synonymes dans la langue de l'Égypte ancienne. Ce sont des étrangers. Parce que ces mots dont la connotation prend plusieurs sens, c'est étranger. N'oubliez pas la méthode. Cherchez le vrai sens de l'égyptien ancien dans les langues africaines. Donc le mot Ixos en Wolof, la langue du Sénégal, la langue africaine réputée être la langue la plus proche de l'égyptien ancien. En Wolof, Ixos c'est dit Yaxos, ce qui signifie mentir, détruire. Donc, ce qui n'est pas contraire avec la compréhension des Égyptiens anciens. Parce que Ménéthon, le dernier prêtre de l'Égypte antique, a écrit une histoire générale de l'Égypte. Et quelques fragments de cette histoire conservent dans plusieurs ouvrages tels que Philon de Byblos, etc. Mais notre Ménéthon dit que les Égyptiens, et n'oubliez pas, Ménéthon faisait apologie de l'histoire de l'Égypte. Parce que Ménéthon, à l'époque d'Alexandrie, et c'est à cette époque qu'on a traduit la Bible hébraïque pour la première fois en grec. Cette Bible s'appelle Septante en grec, et Ménéthon avait la version des Septante, et il constatait les mensonges historiques des Hébreux. Et c'est pourquoi il prend l'initiative pour réécrire l'histoire générale de l'Égypte ancienne. Et dans ce document détruit qui est conservé dans beaucoup d'ouvrages, Ménéthon dit que les Égyptiens traitaient les Ixos des Asiatiques ignobles. Asiatiques ignobles. Ce qui n'est pas contraire avec la citation dont nous venons de citer dans le livre d'Anténor Firmin. Asiatiques ignobles, maudits, pestiférés, lépreux, pillards, voleurs. Et c'est sous ces noms et les Égyptiens ont connu les Ixos. Voleurs, pillards, lépreux, et c'est dans le même sens, menteurs, destructeurs, tout ça. Et c'est comme ça, ce sont ces hommes. Eh bien, si les nègres d'aujourd'hui disent qu'ils sont des sémites, des nègres, des juifs noirs, des Israélites, eh bien, ce sont des voleurs, des pillards, des lépreux, des pestiférés, des maudits, comme le disent les anciens Égyptiens. Alors, ce sont sous ces noms que les Égyptiens disent ces hommes-là. Eh bien, s'ils sont des sémites, des noirs juifs, eh bien, ce sont des Ixos, ce sont des voleurs, des pillards, des lépreux, des pestiférés, tout ça. On ne dit pas ça pour blague, mais c'est ça. Parce que la connotation pour désigner le sémite, le nègre juif, c'est ça, le sémite, les juifs, les Ixos. Faisons un peu d'histoire. Au XIIe siècle, avant l'ère occidentale, donc sous la 13e dynastie, vers l'an 1729 avant notre ère, sous la 15e et 16e dynastie, c'est-à-dire les Ixos, ont pris le delta. Et les Ixos fondaient une capitale à Avaris. Avaris était une ancienne ville fondée par quelques pharaons dans l'Égypte ancienne. Donc, les Ixos ont adopté pour divinité Seth, le divinité maléfique, et qui est devenu Satan en Égypte, c'est ça. Ils adorent Seth pour divinité Astarté, une divinité cananéenne, et Réchet. Donc, on peut dire que les Ixos, c'est-à-dire les Indo-Européens et les Sémites, ont régné pendant 150 ans et sous le nord de l'Égypte. Cependant, pendant ce temps, pendant qu'on occupa, c'est-à-dire les Européens, les Sémites, le Delta, le nord de l'Égypte, les Noirs, c'est-à-dire les vrais Noirs égyptiens, conservaient le sud. Et c'est pour cette raison, le sud, les Noirs, les rois de l'Égypte, venant du sud. C'est pourquoi on les appelle Messou, c'est lui qui vient du sud. Ceux qui viennent du sud. Durant ces règnes des Ixos, les Ixos avaient pour roi
Par exemple, Solitis, Yokoub, Akian, Apophis Ier, Apophis II, Anaté, Yokabaham. C'est donc à la fin du règne Apophis Ier que les princes égyptiens allaient repousser les Hyksos et reconquérir le nord de l'Égypte vers l'année 1580 avant notre ère. Et il faut dire que Amosis, le roi guerrier, le grand roi nègre, grand guerrier, le roi nègre égyptien, s'empara à la capitale d'Avaris et poursuivit les Hyksos jusqu'en Palestine. Et là, il mit fin au règne des Hyksos. Et ensuite, il réunifia le pays et il fonda la 18e dynastie. Et ce fut ainsi la chose a été passée. Et les Sémites ont entré en Égypte, dans l'histoire de l'Égypte, de cette manière, de cette façon. Et il faut être clair, cette histoire de Joseph qui amena Jacob, où les Israélites devenus un peuple nombreux en Égypte, est fausse. Il faut dire, c'est là, les Hyksos restés en Égypte vont se croiser avec les Égyptiens. Là, on prit toutes les traditions de l'Égypte qui allaient être le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. C'est là, il y a un point. Les Hyksos ont emprunté la tradition de l'Égypte ancienne pour fonder leur tradition parce qu'ils étaient des peuples nomades sans tradition, sans civilisation. Mais pour fonder une civilisation, ils ont pris là la tradition des sédentaires pour fonder leur civilisation, les soi-disant civilisations. Donc, nous admettons qu'il y avait des Noirs autochtones en Palestine. Ces derniers fondaient la ville Jérusalem. Parce que même selon la Bible, la ville Jérusalem exista bien avant les soi-disant Hébreux. En effet, les Sémites, en arrivant, les détruisit, c'est-à-dire les Noirs autochtones les détruisit, ces Noirs, mais certains de ces Noirs étaient survécus. Et ce fut ces Noirs qui restaient en Palestine. Même selon le livre de Josué, il y a de ces Noirs, des hommes de Cananéens, qui étaient survécus. Mais ce sont ces Noirs-là qui étaient Noirs en Égypte. Mais ils n'étaient pas des Juifs, c'était des Cananéens. Et ils n'étaient pas des Sémites en général. C'était des Cananéens et les anciens Égyptiens les appellent Cananous. Cananous, des nègres comme les Égyptiens. Donc les Sémites n'ont jamais été des nègres selon les documents historiques les plus anciens. Il faut dire que la cosmogonie juive n'est qu'une imitation sévile de la cosmogonie phénicienne. Yahvé, dont on parle, était une divinité phénicienne ou cananéenne. Donc, le livre de Sankoniaton est là pour attester les faits. Si vous lisez les livres de Sankoniaton, vous allez voir que la cosmogonie, au commencement, le monde était formé vide, tout cela. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est la cosmogonie de Sankoniaton. Donc souvent, certains chercheurs appellent le livre de Sankoniaton la Bible cananéenne, c'est vrai. La Bible hébraïque n'est qu'une pâle imitation de ce livre. En effet, en Haïti, certains idéologues cherchent à faire de Dessalines un hébreu, un Israélite, un juif. Quel non-sens. Il est clair, c'est du non-sens. On tente de parler des tribus de Juda en Afrique. Ça, c'est une fausseté. Mais on prend le mot comme ça, c'est une fausseté. On va parler, on va éclairer cela dans une autre vidéo. Mais c'est un problème identitaire. Il est clair, c'est un problème identitaire. Puisqu'on dit qu'Israël est le peuple élu, on cherche à tout prix à se faire passer pour un peuple élu. C'est ça. Mais si on comprend l'histoire de ce peuple, cela n'a aucune fierté. L'histoire d'Israël, soi-disant histoire, le roman d'Israël qui n'a pas une histoire, parce que c'est un roman bourré de fausseté. Et cela n'a aucune fierté. L'histoire d'Israël n'inspire aucune fierté pour vouloir l'imiter. Au contraire. C'est une histoire de honte, de pillage, de peuples nomades qui détruisent de peuples sédentaires. C'est ça. La rêverie dit que les Juifs qui sont en Palestine d'aujourd'hui là-bas ne sont pas les vrais Juifs parce qu'ils sont des Blancs. C'est du non-sens.
Et certains personnages, certains leaders du réveil, du midi, ou avant du midi, dit arrêtez de bénir les mauvais Israël. Ça, c'est du bon sens. Il n'y a ni bon ni mauvais Israël. Le terme Israël, on va voir tout cela. Cela n'est pas comme on le comprend. C'est de n'importe quoi. Les tenants de la dite doctrine sont des rêveurs. Et on va plus loin, on va plus loin pour coloniser, pour recoloniser, pour empêcher la quête identitaire. D'aujourd'hui, on dit que même Jésus était un nègre. Tout ça, c'est du non-sens. Baliverne, imagination, pas de preuve historique. Donc, on dit que les Arabes sont du même père que les Israélites, il est clair. Mais les tenants des doctrines de la juiverie nègre n'ont pas fait cette remarque. On dit que les Arabes sont du même père que les Israélites. Pourquoi les tenants de cette doctrine ne disent pas que les Arabes sont des nègres? Devant tout le monde, on peut le voir, les Arabes sont des métis. Pourquoi ces rêveurs ne revendiquent pas l'identité arabe? Parce qu'on dit dans le roman biblique qu'Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes, a été maudit, est une âne sauvage. C'est une âne sauvage, et c'est pour cette raison. Si les Noirs sont les vrais Israélites, les Arabes en Afrique sont chez eux. Puisqu'ils sont des sémites comme les Noirs, ils sont chez eux. On n'a pas besoin de les repousser. On prend le livre des Deutéronome, on prétend que c'est les Noirs, filles esclaves, la prophétie du Deutéronome parlant de l'esclavage, et ça, il s'agit des Noirs. Cela n'a aucun sens. Mais en effet, on ne nie pas de tout temps, il y avait des Noirs sur tous les points du globe, qui se sont confondus avec d'autres peuples. Par exemple, il y a des Noirs en Palestine qui ont été... Il peut y avoir, peut-être, je ne dis pas ça, c'est un donné historique. Peut-être il y a des Noirs qui ont été déportés lors de l'invasion des Tutis, le frère romain en l'an 70 en Israël. Et ces Noirs-là se sont mêlés avec les Sémites, c'est probable. Et cela ne fait pas d'eux des Hébreux. Cela ne fait pas d'eux des Hébreux. Donc, cette doctrine des nègres juifs, Israël n'a aucun sens. N'a aucun sens. Parce que selon les documents les plus anciens, donc il faut faire la continuité historique. Personne ne peut faire la continuité historique avec le document ethnographique le plus ancien. Les documents qui se trouvent dans le tombeau de Ramsès II. Et moi, je ne vais pas en Égypte, mais selon Dibon Baribok, qui est allé, Dibon Baribok dit ces documents ethnographiques sont encore disponibles dans les tombeaux, dans les tombeaux des rois. On peut aller les regarder, c'est disponible à nos jours. On peut prélever des images, c'est tout ça. La représentation des Sémites, c'est-à-dire des Juifs, des Arabes, des Indo-Européens. On peut voir que ce ne sont pas des Noirs, ce ne sont pas des nègres. Les nègres, c'était les Nubiens et les Égyptiens. C'est clair. Donc, on peut dire que cette doctrine est mauvaise et cette doctrine historique est dangereuse. Cela contribuera à diminuer la quête de l'identité actuelle des Noirs. Cela contribuera à diminuer la quête de l'identité des Noirs actuels. Donc, et on peut dire que cette doctrine, c'est juste une crise identitaire. C'est juste une crise identitaire. Et à mesure que ces hommes vont être décolonisés, désacculturés, désaliénés, désoccidentalisés, ils vont abandonner cette doctrine. Et ils vont voir, et avec cette doctrine, ils feront plus de mots que les autres. Ils feront plus de mots que les Occidentaux eux-mêmes. Parce que là, ils jettent de la confusion dans la quête de l'identité nègre. Et c'est ça, c'est clair. Donc, merci. On s'arrête là pour n'être pas trop long, pour n'être pas trop abondant. On parlera des autres points dans d'autres vidéos. Et vous, qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo pour toucher les Noirs juifs qui véhiculent cette doctrine, cette fausse doctrine historique et qui ne se base pas sur des documents, mais sur des doxas, sur des opinions. Et partagez, n'hésitez pas, ne cachez pas l'information. Ne cachez pas l'information et il faut décoloniser tout le peuple. Moi, je n'ai rien contre ces hommes, mais je dis tout ça pour les décoloniser, pour les aider à réfléchir.
un peu. Et il ne faut pas se baser sur l'histoire moderne, sur des histoires modernes, sur des niaiseries. Il faut aller à ancien sur le premier document. Si on traite de la question raciale, de la question anthropologique, il faut tenir compte du premier document anthropologique. Et il faut faire de la continuité avec ce document. Mais la doctrine de la juiverie nègre, des nègres juifs, ne peut faire aucune continuité avec les documents ethnographiques les plus anciens qui se trouvent dans les tombeaux de Ramsès III et dans les tombeaux royaux qui se trouvent en Égypte à nos jours. C'est disponible. On peut aller en Égypte, on peut descendre dans des tombeaux là, il y a des hommes là, on peut vérifier tout ça, on peut voir les peintures, les représentations. Ce sont des nègres, ce sont des nègres, les Égyptiens, les Nubiens, les Noirs à l'intérieur de l'Afrique. Mais quant à les Blancs, les Sémites là, ce sont des métis. Ce sont des sangs mêlés. Les Blancs, c'est une déformation climatique, mais les Sémites, ce sont des sangs mêlés, des métis, c'est clair. Merci. On va traiter, je traite ici le premier point, on va traiter le second, le troisième point, tout ça dans d'autres vidéos. Merci.